Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous. Voici les titres de cette édition de la mi-journée. Au sommaire, l'affaire du maire de Bellefontaine, jugé depuis ce matin. Ce dernier est accusé de prise illégale d'intérêt et de détournement de fonds. Nous irons au tribunal. Ils sont 4674 à passer les épreuves du diplôme national du brevet des collèges aujourd'hui et demain dans notre académie. Un premier examen pour les élèves de 3e et comme pour le bac, un petit déjeuner était offert aux candidats. Aimé Césaire aurait eu 110 ans aujourd'hui et pour le célébrer, plusieurs manifestations. Parmi celles-ci, un événement musical qui aura lieu ce soir à la maison d'Aimé Césaire. Pour nous en parler, le pianiste et chanteur Maher Boa sera notre invité ce midi. Ce soir, dès 18h30, l'événement sportif de la semaine, l'équipe de Martinique qui dispute son premier match de poule face au Salvador. Une rencontre importante pour la sélection de la Martinique qui doit décrocher absolument une victoire dans l'espoir de se qualifier pour la Gold Cup. Voilà, et on commence par chapitre justice dans l'affaire Ismin. Tout d'abord, jugé depuis ce matin, le maire de Bellefontaine est poursuivi pour prise illégale d'intérêt et détournement de fonds. La justice lui reproche notamment l'utilisation d'une voiture sans délibération municipale et des versements de fonds à des associations, des versements de fonds qui auraient été reversés pour le financement de sa campagne. Compte rendu d'audience, Franck Zozor et Patrick Guiteau. Le maire de Bellefontaine en larmes devant les magistrats du tribunal correctionnel de Fort-de-France, estimant qu'il était un homme d'honneur et que cette affaire avait très certainement contribué à la mort de sa mère. Il nie tous les faits qui lui sont reprochés, c'est-à-dire l'attribution sans avis du conseil municipal d'une voiture de fonction. Il expliqua que c'est une voiture de service. Deuxième grief du tribunal, et l'achat de carburant pour le compte de la ville dans une station gérée par son fils. Il répondra que cette station située à Bellefontaine était à l'époque la seule dans le coin, qu'il n'y avait pas de station au Carbet. Et enfin, concernant le financement de sa campagne de 2020, la justice lui reproche d'avoir utilisé des fonds versés aux associations de la commune. Il estimera, lui, qu'il n'effectue pas d'ingérence dans les associations et qu'il ne sait pas à quoi sert l'argent. Le procès se poursuit. Le délibéré, c'est dans quelques semaines. Félix Ismin est poursuivi pour détournement de fonds et prise illégale d'intérêt. Voilà, et puis après 6 reports, la décision du tribunal de Paris est tombée ce lundi. Le rappeur martiniquais Kalash a été condamné à 1 an de prison avec sursis et 5 000 € d'amende pour délit de fuite, outrage et rébellion, après avoir été impliqué dans un accident de voiture sur les Champs-Élysées en mars 2019. Outre l'amende de 5 000 €, Kalash devra aussi verser 2 900 € de dédommagement aux 3 policiers qui l'avaient interpellé et 3 300 € aux occupants des véhicules percutés. On écoute son avocat Eddy Arneton au micro de Franck Zozor et Patrick Guiteau. L'avocat que je suis considère que, naturellement, lorsqu'il y a des faits de fonctionnaires de police qui sont critiquables, lorsque des fonctionnaires de police ont commis des violences, qu'il est quand même difficile d'admettre que une victime se retrouve en fait à la place du criminel. Donc naturellement qu'il y a une part d'insatisfaction parce que je considère que là le système ne fonctionne pas correctement. Le système fonctionne d'une façon que nous connaissons, c'est-à-dire que malheureusement les fonctionnaires de police qui sont violents sont parfois finalement protégés par la justice et c'est bien dommage. Voilà, et toujours au chapitre justice, sachez que le procès du maire du Macouba et l'ex-président du syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets, cette Rose Caquin, pour escroquerie et prise illégale d'intérêt, a été lui reporté au 18 décembre. C'est parti pour les épreuves du brevet des collèges. Selon l'Académie, 4660 collégiens vont plancher jusqu'à demain. 4 épreuves, français, histoire et géographie, sciences et mathématiques. L'épreuve de ce matin, nous étions au collège Fernand Donatien avec Irène Émonide et Patrice Château-Degas. Tout est fait pour limiter le stress de ces adolescents. Tout d'abord, un petit déjeuner en franchissant la barrière. Allez-y, jeunes gens, vous regardez dans quelle salle vous êtes et ensuite vous vous y rendez directement.
Un premier examen à la fin du collège, le DNB, le diplôme national du brevet. Depuis le mois de mai, on les prépare justement. Ils ont vu un coach émotionnel qui leur a permis justement d'extérioriser leur angoisse concernant l'approche des examens. Et pendant tout le mois de juin, ils ont quand même pu avoir une psychologue clinicienne qui est venue pour justement parler avec eux, discuter avec eux de leurs angoisses. Nous avons une génération d'élèves qui n'est plus tout à fait la même non plus. Donc ce sont des compétences du socle que nous validons avec eux, enfin que eux valident d'ailleurs. Mais on arrive quand même à avoir le même sérieux et la même application. Et c'est ça qui est au final le résultat le meilleur. Pas de téléphone portable, pas de montre connectée, tout est éteint dans le cartable. Et pour lancer les hostilités, l'épreuve de mathématiques, 2 heures de réflexion. Dans cette salle, 87 candidats. Il faut se concentrer, avoir appris le programme de toute une année. Ça sert à ça le brevet, parce que parfois on se dit mais à quoi ça sert, puisqu'après il y a le bac. Et ben je crois que ça sert vraiment comme épreuve de vie, comme c'est finalement un petit galop d'essai, des épreuves qu'on aura plus tard. 103 inscrits pour le collège Fernand Donatien, plus de 4500 sur l'ensemble de l'académie. 2 autres épreuves sont prévues demain avant de pousser à un ouf de soulagement. Mais il y avait des fonctions, il y avait des probabilités, il y avait plusieurs choses. J'ai pu me débrouiller comme je pouvais. L'exercice 4, là, le dernier, c'est le même scratch. C'était bien, c'était dur, madame. À part ça. J'ai souffert. À part ça, c'est bien passé. Pour moi, c'était facile. Ah bon, c'est pas pour le reste, mais en tout cas, c'était facile. Ouais, 95 sur 100, quelque chose comme ça. Et voilà. Après, franchement, les exercices étaient, on va dire, voilà, ils étaient peut-être cherchés, mais pas très durs pour moi. Les résultats seront connus le 7 juillet, la remise des diplômes avant les vacances de la Toussaint, durant l'année scolaire 2023-2024. Cette enquête maintenant, pour la première fois, les départements et régions dits d'outre-mer sont intégrés à l'enquête nationale périnatale avec leurs spécificités. L'étude réalisée en période de Covid entre mars et juin 2021, on y apprend qu'un certain nombre de facteurs sont défavorables en raison de la surcharge pondérale des femmes, des éléments déterminants durant la période de grossesse, mais aussi pour la santé de l'enfant à venir. 1 femme sur 2 a des problèmes de poids. Leur état psychologique s'est dégradé et ce n'est pas uniquement par rapport au Covid. Ces résultats seront donc analysés afin d'améliorer et de définir les politiques publiques. Je vous propose d'écouter Anne Brouillon-Bisson. Elle est directrice de l'ARS. Nous avons assisté sur ce qui reste un peu en décalage. Il y a eu quand même des choses très positives. On a vu un certain nombre d'indicateurs qui progressent et d'autres qui restent très, très favorables, notamment l'allaitement maternel qui là est très très supérieur. Et même en matière de, on évoquait le sujet IVG, on voit qu'il y a une réduction de l'utilisation de l'IVG, du recours à l'IVG, ce qui veut dire que d'autres types de contraception progressent, notamment les dispositifs intra-utérins, ce qui sont des choses très positives. C'est vrai qu'en matière de poids, par exemple, de poids des petits poids des bébés, on reste inférieur, effectivement, on reste dans des chiffres qui sont moins bons. De même que sur des comportements aussi, m'ont frappé notamment le nombre de parents qui gardent très longtemps l'enfant dans le lit pendant les 2 mois qui suivent. Donc entre les 2 parents, vous imaginez une toute petite chose en plus avec un poids. Donc là, il y a encore du travail à faire pour expliquer, pour continuer d'accompagner les femmes. La sécurité routière en question, les motards trop souvent victimes de la route. En Martinique, depuis le mois de janvier, 17 personnes ont été tuées sur nos routes. Parmi elles, 5 motards. Alors je vous propose de regarder ce témoignage, celui de Claire, une jeune motarde de 30 ans, victime d'un accident de la route il y a quelques semaines. C'est un témoignage recueilli par Fabienne Léonce et Aurélie Treuil. Une simulation pour rappeler la violence d'un accident et la prise en charge méticuleuse des pompiers. Cette scène, ce cauchemar, Claire l'a vécu il y a près de 2 mois. Claire est motarde et vice-présidente du club Femmes Madabike qui organise cette journée de sensibilisation. J'ai été victime en fait d'une automobiliste qui m'a délibérément coupé la route sans clignotant, sans signalisation, sur un ralentisseur. Donc j'étais en train de tout simplement de recommencer à accélérer parce que j'allais quitter mon ralentisseur et je me suis fait percuter.
d'un coup très sec et très violent et j'ai même pas compris sur le coup ce qui m'était arrivé. Parce que je me suis retrouvée à terre. Je raconte ça, j'ai des frissons parce que c'est assez récent et assez fort. Et en fait, comment expliquer ? J'ai vraiment été l'homme surpris battu. Parce que j'étais sur ma voie, en fait, dans ma ligne droite. Et je me suis retrouvée à terre, projetée sur plus de 50 mètres. Conséquence directe, une cheville en miettes, une fracture ouverte et des os broyés. Selon les chirurgiens, je n'ai pas de possibilité de marcher sans boiter, selon eux. Parce que pour eux, malheureusement, il me manque de l'ossature, donc j'ai perdu mes os. Pour eux, c'est la conséquence, c'est qu'ils vont bloquer ma cheville, donc ils vont souder ma cheville à mon tibia. Cette conséquence fait que je serai obligée de boiter toute ma vie. Alors j'ai 30 ans, me dire que je vais boiter toute ma vie à cause d'une automobiliste qui n'a pas voulu attendre 2 secondes et mettre son clignotant, très franchement c'est dégueulasse. C'est dégueulasse et encore plus quand la personne s'en va en fait. Entre sentiment d'impuissance, de profonde injustice et une fragilité manifeste, Claire a décidé de se battre et de participer malgré sa douleur à cette manifestation, journée qui prend toute son importance sur la prise de conscience des dangers de la route. Chacun a une prise de conscience à un moment ou à un autre. On sait que quand on est motard, on passe le permis, on a les équipements obligatoires comme le casque, les gants, il faut faire attention, il faut les bonnes chaussures parce qu'une chute, ça ne prévient pas. Et c'est vrai que de plus en plus, on entend des accidents de la route avec les motards qui sont mis en code, des motards qui décèdent. Et c'est vrai qu'il y a match à la réflexion et c'est pour ça aussi qu'on a fait le village moto le matin, c'est la sécurité, pour faire aussi prendre conscience aux gens que la moto, c'est pas un jeu. Et que juste, un manque d'inattention, le fait d'être sur le portable, ça peut tuer quelqu'un. Ça peut rendre quelqu'un handicapé, ça peut rendre quelqu'un invalide. Et ça peut aussi faire une jeune fille de 30 ans boiter toute sa vie. Voilà. Nul n'est à l'abri et chacun doit être responsable. Le message ne cessera d'être répété. Elisabeth Borne a présenté cette semaine sa feuille de route à destination des jeunes. La Première ministre s'est inspirée d'une mesure issue d'un Conseil national de la refondation jeunesse. Elle a proposé plusieurs mesures, notamment pour les étudiants boursiers, avec par exemple une revalorisation des aides dans les territoires d'outre-mer. Nora Nonnet, Victoire Pérez-Boucheron. À la rentrée prochaine, plus de boursiers avec des poches peut-être un peu plus remplies. Au niveau national, l'État revalorise les bourses d'au moins 37 € pour tous les bénéficiaires. À cela est ajouté 30 € pour les étudiants boursiers dans les DROM et les collectivités d'outre-mer. Ainsi, ils auront le droit à une aide revalorisée de 67 € à 157 € selon les échelons. Quand les étudiants nous parlent de précarité, quand il y a des difficultés, eh bien particulièrement pour les étudiants ultramarins, c'est probablement un échelon supplémentaire. Et c'est pour ça, nous avons voulu apporter une réponse supplémentaire aux étudiants qui étudient en outre-mer. Et avec cela, ces étudiants pourront toujours prendre un repas à moindre coût dans les restaurants universitaires. Les étudiants boursiers ou les étudiants précaires d'outre-mer doivent s'adresser à leur CROUS pour pouvoir y avoir droit et nous essayons de multiplier les lieux de restauration pour rendre accessible cette restauration, je rappelle, à un tarif social qui est 3,30 € pour tous les étudiants et le tarif des étudiants boursiers ou étudiants précaires à 1 €. L'État s'est également engagé à rénover certaines résidences universitaires. Sur les 3000 logements CROUS en Outre-mer, près de 600 pourraient être concernés dans les prochains mois. Cette annonce du président de la République qui fait débat, les consommateurs de stupéfiants pourront désormais payer directement les amendes aux policiers qui, eux, seront équipés de machines à carte bleue. Les réactions à Marseille avec Anne Bourse et Alexandre Lepinet. Des abricots à maturité sous haute protection. À quelques jours de la récolte, les gendarmes patrouillent dans ce verger de l'Aude. Leur but, prévenir les vols de fruits mûrs. À partir de ces coordonnées GPS qui rentrent dans le tableau, nous, on va orienter nos patrouilles. Ça permet vraiment de cibler et de concentrer nos efforts là où il y a besoin. Ces derniers temps, les abricots, les pêches, mais aussi les cerises de cette exploitation ont été la cible répétée de nombreux vols.
En l'espace de quelques heures, souvent la nuit, des centaines de kilos sont dérobés. On se retrouve à prévoir le lendemain une cueille, puis quand on arrive, les cueilleurs ou quand nous on arrive, nous appellent, nous disent il n'y a rien à cueillir. Je sais pas, les individus passent la nuit, les branches toutes cassées, et oui, à peu près dans les 300-400 kilos de vol, quoi. Des vols qui se sont multipliés dans la région depuis 2 ans. Mais selon le gérant de cette exploitation, avec l'augmentation des prix de certains fruits, ils se sont encore amplifiés. Ça intéresse les voleurs organisés qui dérobent plusieurs centaines de kilos et qu'après vont les vendre. Et ces mêmes fruits qui nous ont été dérobés deviennent des fruits concurrents puisqu'on les retrouve à la vente à des prix parfois défiant toute concurrence. Depuis le début du mois de juin, la surveillance des vergers semble porter ses fruits. Si une seule personne a été interpellée, le nombre de vols a sensiblement diminué. Nous parlons sport maintenant. Ce soir, dès 18h30, l'équipe de Martinique disputera son premier match de poule face au Salvador. Une rencontre importante pour la sélection de Martinique qui doit décrocher une victoire dans l'espoir de se qualifier pour la suite de la compétition. Alors, à quelques heures du match, les joueurs martiniquais sont sereins. Ils poursuivent leur préparation. On voit ça avec Christophe Arnerin. Beaucoup de concentration sur les visages des Matininois à l'entraînement. Après l'euphorie des victoires en match de barrage, le groupe martiniquais a pris la pleine mesure de la seconde partie de la compétition qui s'ouvre à eux. Durant les séances, les joueurs ont soigné les fondamentaux et ont surtout redoublé d'efforts. Ils sont conscients qu'une victoire est fondamentale lors du premier match face au Salvador pour espérer poursuivre l'aventure de la Gold Cup. Sachant qu'on connaît les deux autres adversaires, on les a déjà joués et on sait à peu près comment ils jouent. Donc c'est de surtout bien démarrer la compétition contre le Salvador pour ensuite bien enchaîner les 2 autres matchs. Pour enchaîner les autres matchs face au Panama et au Costa Rica, 2 nations bien connues par nos Matininos, il faudra marquer des buts et en prendre le moins possible, une dynamique que Marc Colas souhaite mettre en place à travers une solidarité renforcée de son collectif. Mon premier défenseur, c'est Brighton. Donc voilà, je veux dire, ça passe par là. Le football de haut niveau, aujourd'hui, il y a plus d'équipes qui peuvent se permettre d'avoir 1 ou 2 joueurs qui ne font pas les efforts défensifs. En tout cas, à notre niveau, on n'en serait pas capable. Donc il faut absolument que tout le monde travaille défensivement, que ce soit dans le jeu, sur les coups de pied arrêtés, voire même sur les touches. La dernière confrontation entre le Salvador et la Martinique, c'était le 16 juillet 2003. Le 11 de l'époque avec Persin, Dicano, Corridon ou encore Eullier s'est incliné d'un tout petit but inscrit en seconde mi-temps. 20 ans plus tard, les Matininos ont de nouveau leur destin au bout de leurs pieds. Voilà, ce sera donc une rencontre à suivre en direct sur nos antennes ce soir. Aimé Césaire aurait eu 110 ans aujourd'hui et pour le célébrer, il y aura plusieurs manifestations toute la semaine. Alors nous allons d'abord parler de ce banc au bord de la route qui avait été érigé en l'honneur d'Aimé Césaire et implanté dans les jardins du théâtre municipal de Fort-de-France le 5 juin 2013. Ça s'est passé dans le cadre du Bench by the Road Project. La Toni Morrison Society a voulu commémorer une personne représentative de la résilience contre l'esclavage. Et donc, 10 ans plus tard, des membres de cette association américaine sont présents à une cérémonie au théâtre municipal de Fort-de-France. L'objectif est aussi de présenter les idéologies de la prix Nobel de littérature. Écoutez Caroline Denard, elle est la présidente de la Toni Morrison Association. L'importance d'Aimé Césaire est une importance dans le monde entier. Aimé Césaire est d'une importance dans le monde entier. Et il était important aussi pour nous de montrer les similarités entre Toni Morrison et Aimé Césaire et leur impact sur la diaspora. C'est pour nous aussi une opportunité d'ouvrir le travail de Toni Morrison sur la Caraïbe, sur le reste du monde aussi.
Voilà, et on l'a dit, il y aura plusieurs manifestations en l'honneur du poète. Et parmi ces manifestations, cet événement musical qui aura lieu ce soir à la Maison d'Aimé Césaire. Alors, pour nous en parler, nous recevons le pianiste et chanteur Moher Boa. Bonsoir. Bonjour, pardon. Donc, on l'a dit, c'est un événement musical qui est organisé par la collectivité territoriale de Martinique, la Fondation Aimé Césaire et la ville de Fort-de-France. Alors, est-ce qu'on peut savoir comment ça va se présenter, en fait, ce soir ? Il y aura 2 temps forts. Il y aura une conférence immersive avec Odile Hameau, qui est une universitaire, et aussi Hervé Deluge, qui est un metteur en scène, aussi comédien. Et puis dans un deuxième temps, une partie musicale qui sera assurée par Malé Capénon et le DJ Houdini et moi-même en piano solo. Il y aura du beau monde ce soir. Oui, qu'est-ce que vous avez présenté comme style de musique alors ? Musicalement parlant, ça va donner quoi ? Mon programme, lui, s'articule autour un mélange de pièces exclusivement instrumentales. Il y aura de la chanson. Et puis aussi, je vais m'essayer à la déclamation en déclamant mon poème préféré d'Aimé Césaire qui s'appelle Mo Macumba, qu'on retrouve dans le recueil Moi Laminaire. Donc voilà, ce sera une belle célébration. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cet hommage au poète ? Eh bien, Aimé Césaire représente pour moi une lutte qui m'est chère, qui est la lutte contre l'aliénation culturelle, la lutte contre le colonialisme. Donc, participer à cette manifestation était tout à fait naturel pour moi. Et puis, j'ai été élève pendant de nombreuses années du CERMAC. C'est là que j'ai appris à jouer la musique traditionnelle et puis les musiques improvisées avec des professeurs émérites comme Claude Césaire, Claude Banis, Gaston Gaubron, Guy Louiset, Luther François. Enfin voilà, c'est une école qui est incroyable, qui travaille toujours à développer la culture martiniquaise, à la développer pour les Martiniquais et puis aussi pour le monde, parce que la Martinique doit participer à la culture mondiale. Qu'est-ce qu'il apporte, selon vous, Aimé Césaire, au monde ? Il apporte un message universel. Il nous empêche de fermer les yeux. Il nous empêche de nier ce qui se passe. Il nous fait nous interroger sur le monde qui nous entoure et nous entraîne aussi à toujours s'indigner, à ne pas hésiter à ouvrir la bouche quand il le faut, à se battre, à s'indigner. La voix de ceux qui n'ont pas de voix. Absolument, c'est ça. Alors, ce sont des combattants de la liberté, de la dignité. Je dis eux parce que vous avez aussi fait la même trajectoire avec Fanon, avec oui, France effectivement. Fanon. J'ai sorti un album en 2022 qui s'appelle Insula, qui est un hommage musical à Frantz Fanon et qui fait un pont entre la Martinique et l'Algérie. Et donc, effectivement, ce combat contre l'aliénation, ce combat contre les peuples opprimés, ce combat contre le colonialisme, c'est une lutte aussi que Frantz Fanon a partagée, loin de la Martinique, puisqu'il s'est engagé en Algérie, est devenu même algérien, est aujourd'hui un héros national en Algérie. Mais voilà, ce sont 2 Martiniquais profondément liés à la philosophie et au discours panafricain, qui veut qu'il y ait une nation noire qui ne fasse qu'une, qui soit forte. Très bien. Alors, on l'a dit, donc il y aura de la musique, bien sûr, un plateau musical assez exceptionnel, mais il y aura aussi des conférences, une conférence en littérature, il y aura avec notamment Odile Hameau, qui va offrir un aperçu des réflexions d'Aimé Césaire sur la connaissance scientifique face à l'art poétique. Et il faut savoir que les places sont limitées. Hein. Comment ça va Alors, effectivement, mais je n'ai pas de doute que la collectivité territoriale de Martinique ouvrira ses portes, même si la jauge va un petit peu dépasser, parce que voilà, c'est une manifestation gratuite. Il faut absolument que tout le monde vienne, le maximum de personnes viennent célébrer la mémoire d'Aimé Césaire dans une maison qui était la sienne, ce qui rend encore plus belle la fête, quoi. Voilà, merci beaucoup, Moher Boa, d'être venu nous parler de cet événement qui va être pour rendre hommage à Aimé Césaire ce soir. Merci. Merci. Et parmi toutes les manifestations en l'honneur du poète cette semaine, cette exposition qui est visible à Tropicatrium, 50 ans de photographie de presse par Fernand Bibas, confluence humaniste et culturelle, une quarantaine de clichés pris dans le feu de l'actualité par l'ancien photographe de France Antilles. On y retrouve l'homme souvent entouré de célébrités et personnages publics, mais toujours attentif à ses visiteurs. L'exposition est dirigée par l'ancien journaliste de France Antilles, Adam Squaté, et elle sera visible
jusqu'au 15 juillet. Voilà, on se quitte sur ces images et je vous rappelle le titre principal que nous avons développé, l'affaire Isma. Jugé depuis ce matin, le maire de Bellefontaine est poursuivi pour prise illégale d'intérêt et détournement de fonds. La justice lui reproche notamment l'utilisation d'une voiture sans délibération municipale et les versements de fonds à des associations de Bellefontaine, des fonds qui y auraient été reversés pour le financement de sa campagne. Ce soir, vous retrouvez Edilia Eugène Mormain, un journal qui sera raccourci en raison de la retransmission du match de sélection de la Martinique pour la Gold Cup qui affronte à 18h30 le Salvador, un match à suivre en direct sur nos antennes télé, radio et web. Et je vous souhaite de passer une très belle après-midi.